Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, géométrie, trigonométrie ou encore théorème de Pythagore. Notre influenceur du jour peut tout vous faire comprendre littéralement en 3 minutes top chrono, le temps d'une vidéo en rappant s'il vous plaît. Séquence rapématique, c'est à suivre. Il a une idée derrière la tech, c'est Gaël Musquet qui est aujourd'hui avec nous. Gaël, tu vas nous parler d'Ubuntu. Ubuntu, c'est un très joli mot parce que ça veut dire fraternité en langue bantou. Tout à fait, c'est la distribution GNU Linux la plus utilisée au monde. Donc, ce sera l'occasion un peu de découvrir tout ça, de voir comment elle est aussi utilisée dans le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, absolument supporter du libre, unissez-vous. On en reparle avec Gaël dans un instant. L'ouverture du talk, vous savez, aujourd'hui, c'est le jour J pour les lycéens. Ce 20 juin qui marque le début du grand oral pour le bac général et le bac technologique. Les prétendants au bac pro planchent depuis déjà plusieurs jours, le 14 juin, et pour quelques jours encore. Et si la période des révisions est désormais terminée, et oui, dommage pour vous si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de révéler ses efforts et de briller pendant les épreuves. Alors comment mettre toutes ses chances de son côté pour les réussir? Pour en parler, Caroline Métro est avec nous. Caroline, vous êtes la fondatrice de Nomade Éducation, une grande habituée de l'école du futur. Bonjour à vous. Bonjour. Et Catherine de Vulpilière, vous êtes la directrice générale en charge de l'innovation pour Évidence B. On va revenir avec vous sur cette application qui va puiser dans l'IA, dans les neurosciences, dans les sciences cognitives pour nous faire mieux apprendre. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Les collégiens girondins connaissent déjà ses talents de prof de maths. Eh bien, c'est désormais sur les réseaux sociaux qu'Antoine Carrier passe au tableau. Il ouvre sa salle de classe sur TikTok et sur YouTube. Et ça marche grâce au rap. Édouard Deniau retourne à l'école du micro d'argent avec Rapématique. Il additionne rap et mathématiques. Antoine Carrier, alias Arieka, est professeur de maths dans un collège de Blanquefort en Gironde. Et depuis quelques mois, il est également à la tête de la chaîne YouTube Rapématique. Il combine son métier et sa passion, les mathématiques et le rap. Dans des clips rythmés d'environ 3 minutes, Antoine Carrier résume ses cours de maths. Le format court et entraînant permet aux élèves de ne pas décrocher. Du théorème de Pythagore à la trigonométrie, le prof rappeur passe en revue les grands principes de mathématiques. Pour bien l'appliquer tout d'abord, va falloir bien rédiger. Comme c'est une démonstration, on fait ça en 3 parties. On sait que propriété, conclusion, ouais c'est comme ça les maths. Tu sais que le triangle est rectangle, tu l'écris. Tu mets Pythagore dans ta propriété et t'as un point sur 4. Te prends pas la tête, c'est juste une formule et c'est toujours la même malgré les situations. Tu me dis que t'es pas l'idée, t'inquiète les calculs, c'est des additions et des soustractions. Le prof et toi vous êtes pas dans la même bulle. Bon bité j'espère attirer ton attention. Tu te diras c'est tout nul du moins j'espère à la fin de la chanson. Avec plus de 210 000 vues cumulées en seulement quelques mois d'existence, Rapématique permet à tout le monde de réviser les maths de façon ludique. Et voilà pour Rapématique. Caroline Métro, Catherine de Vulpilière, vous êtes évidemment avec nous sur ce plateau. On va parler dans un instant du bac pour les terminales qui planchent évidemment. Mais réviser les maths de cycle 4 grâce à du rap, c'est un bon ressort. La musique, par exemple, ça peut nous aider à approfondir nos connaissances. Alors moi, je ne vous répondrai pas spécifiquement sur les maths, parce que je doute que ça a un intérêt, parce que quand on aime, on apprend mieux. Mais en revanche, chez Nomade Éducation, on l'utilise pour les figures de style. On s'est aperçu que quand on parle de figures de style avec Orelsan ou Hayam, justement, c'est très porteur pour les jeunes, parce qu'ils comprennent les références, et c'est beaucoup plus facile de comprendre la métaphore ou l'anaphore qu'avec le Cid ou Molière. Voilà. Donc on utilise beaucoup les paroles du rap, qui sont souvent les paroles les plus riches en français, voilà, pour faire des parallèles avec le français. Donc nous, on y croit à fond. Et Catherine, c'est intéressant aussi de se dire que parfois la musique peut aller puiser justement de façon neuroscientifique dans des ressorts pour mieux apprendre, pour mieux retenir aussi surtout ces notions. Alors effectivement, certainement, je ne doute pas une seconde que ça puisse être utile pour les figures de style ou tout un tas de connaissances. Oui, mais d'un autre côté, il y a aussi un certain nombre de savoirs. Nous, on travaille sur d'autres types de savoirs, en fait. Et nous, par exemple, on va chercher pour la langue ou pour les mathématiques du côté des sciences cognitives. Du côté de la langue, c'est du côté de la linguistique, donc sur les structurations de la phrase. Donc voilà, on fait appel à d'autres éléments. Et ça montre bien la complémentarité, en fait, des apprentissages. C'est-à-dire qu'il y a des apprentissages qui
qui vont très bien aller avec justement la musique, la mémorisation que la musique permet, et puis d'autres qui vont reposer plutôt sur des choses très, très, très fondamentale. Et nous, ce qu'on fait, c'est plutôt finalement comme quand on apprend à faire du vélo. Voilà, c'est un peu ces fondements-là qu'on met en place. Donc voilà, c'est la complémentarité et toute solution qui dirait grâce à moi, on peut tout faire. Je pense que ce serait un peu un mensonge. Et c'est bien l'hybridation qui est intéressante. En fait. Et on va revenir justement on va quasiment réapprendre à faire du vélo avec vous, si j'ose dire, mesdames. On va revenir justement au modèle de Nomade Éducation et d'Évidence B pour mieux nous aider à aborder notamment ces épreuves du bac qui démarrent pour la partie grand oral aujourd'hui. Et puis on fait un clin d'œil, à nos amis de StudiTrax notamment qui ont mis aussi les maths et le rap à l'honneur, notamment avec Soprano et son inimitable théorème de Thalès. Allez, tout de suite, on ouvre notre talk. Et je le disais en ouverture de cette émission, c'est le jour J littéralement pour les terminales, à la fois pour le bac technologique et pour le bac général. En tout cas, pour les épreuves de grand oral, ça démarre dès ce lundi 20 juin jusqu'au 1er juillet. L'oral de français pour les premières, là aussi, ça se précise. Il va falloir maintenant savoir, justement, pouvoir bien présenter ces savoirs devant les examinateurs et les examinatrices. Pour ce faire, on a 2 coachs, les meilleurs, s'il en est, du côté des applications. Caroline Métro, évidemment, pour Nomade Éducation. Catherine de Vulpilière pour Évidence B. Pourquoi est-ce que c'est important de se dire que, OK, ça y est, c'est le 20 juin, donc a priori, c'est plus le temps de réviser, mais c'est le moment où tous les acquis, justement, de ces longs efforts de révision, de ce grand rétro-planning qu'on a su mettre en place, vont pouvoir, là aussi, eux aussi, se mettre en place et donner, finalement, toute l'ampleur aux révisions qu'on a menées. Ça y est, c'est aujourd'hui que tout se joue. Alors, si on leur dit comme ça, je pense qu'il y a un peu de stress qui peut se créer. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que ça compte beaucoup. Voilà, c'est un coef très important, l'oral. Notre ministère l'a voulu parce qu'il faut que la France retrouve son savoir-être, voilà, qui est notre force, pouvoir s'exprimer, etc. Mais c'est avant tout, les professeurs vont vouloir valoriser les élèves. Donc, je pense qu'il ne faut pas y aller trop paniquer. Il faut se faire confiance. Et vous le dites, il y a beaucoup de choses qui sont déjà derrière nous. Donc là, il faut y aller se rassurer, se dire qu'on a bossé ou pas suffisamment, mais qu'il y a une vraie carte à jouer. C'est le moment. Voilà. Nous, on a donné plein de tips dans l'appli sur le sujet de regarder l'interlocuteur. On a mis du Pilate, de la sophrologie la veille de l'examen, parce que le plus important, c'est de se faire confiance. Il y a des vrais sujets de timing, que ce soit sur le bac de français ou sur le grand oral du bac. Il faut bien se dire que le professeur n'est pas là non plus avec son chronomètre, donc ça ne sert à rien la veille de refaire, de se dire j'ai 2 minutes de trop. C'est avant tout un échange et c'est fait pour nous construire dans les études supérieures. Donc je crois qu'il faut se faire confiance et faire confiance à l'interlocuteur d'en face. Voilà, le regarder, être souriant, être aimable, et ça devrait honnêtement bien se passer. Ça veut dire que ce grand oral, il ne faut pas forcément l'aborder comme une course contre la montre. Oui, on a un temps limité, déterminé, pour pouvoir justement montrer justement ses savoirs et ses acquis et la façon dont on peut à la fois étudier un texte, le manipuler, le mettre en perspective ou sur d'autres types de matières. Mais il faut le prendre avant tout comme un échange, en effet. On est là aussi pour montrer aux profs en face de soi qu'on est finalement un lycéen conscient du fait de devoir argumenter, d'être aussi un citoyen. Oui, tout à fait. Je reprendrai votre mot de la confiance, en fait, effectivement. Et la confiance, c'est aussi la confiance, parce que l'oral, c'est la langue, et le véhicule premier, c'est la langue. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir confiance dans sa langue. Nous, chez Évidence B, on travaille sur les fondamentaux, sur ce qui est le plus souvent inné. Et effectivement, parler une langue, c'est absolument donné à tout être humain à la naissance. On a les structures fondamentales pour ça. Et nous, ce qu'on fait dans Adaptive Langue, qui est effectivement disponible pour tous les lycéens d'Île-de-France, en particulier gratuitement, en fait, c'est de redonner confiance dans cette langue. Donc, en fait, effectivement, il n'est jamais trop tard pour s'entraîner, pour faire des petits exercices qui vont vous permettre de faire des phrases complètes. Et même à l'oral, c'est sensible, effectivement, de sentir qu'une phrase, elle n'est pas achevée, qu'il lui manque encore la principale, même si on n'a pas besoin de la nommer. Donc, cette confiance dans la langue, elle est absolument indispensable parce que c'est un énorme plafond de verre, en fait. La langue, on l'a vu récemment dans des films comme Le Brio, etc. Et effectivement, en fait, il n'y a aucune raison. Et effectivement, c'est ça qu'il faut peut-être dire aux lycéens aujourd'hui. Ils savent parler la langue. Un petit défaut leur sera tout à fait pardonné. Et voilà, il n'y a rien de plus tétanisant que de ne pas avoir confiance dans sa langue. Donc, si je vous entends bien, le mieux est l'ennemi du bien.
Oui, tout à fait, oui, absolument. Et nous, par exemple, ce qu'on montre parce qu'on s'appuie, nous, sur les recherches en linguistique, et c'est qu'effectivement, il faut distinguer des énoncés complètement agrammaticaux, avec des phrases qui ne reposent sur aucune structure, d'énoncés qui ne sont pas totalement standards ou normés. Et au fond, c'est pas si grave que ça de ne pas être totalement dans la norme, parce que, bien sûr, l'objectif, c'est d'arriver à une parfaite élocution, à des phrases, mais entre-temps, les élèves apprennent que finalement, il y a un tout petit hiatus, et c'est pas si grave. Oui, je suis tout à fait d'accord, le mieux est l'ennemi du bien dans ces cas-là. On va revenir justement sur le modèle d'évidence B, parce que c'est donc l'application que vous avez fondée en 2017. Oui. En quittant finalement un parcours académique, puisque vous disiez prof vous-même avant de faire ce constat qui vous a poussé à lancer Évidence B. Et la force vraiment de votre EdTech en particulier, c'est d'imaginer cette solution logicielle d'apprentissage personnalisé. On va voir que l'IA peut vraiment faire du sur-mesure en matière d'apprentissage. Vous vous appuyez en effet sur des neurosciences, sur des sciences cognitives, sur cette fameuse intelligence artificielle. Et ce que vous définissez, c'est finalement 3 temps aussi d'apprentissage avec chaque outil technologique. Et Caroline, évidemment, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce découpage-là. On pourrait dire que les sciences cognitives, on va s'intéresser à comment apprennent les élèves, donc ça va être un temps particulier. L'IA va venir personnaliser le parcours d'apprentissage, donc là on va être vraiment dans le focus très fin pour pouvoir coller aux habitudes d'apprentissage de chaque étudiant et de pouvoir aussi les remettre du coup à niveau. Et puis la partie interface d'apprentissage numérique, elle va s'intéresser à la façon dont on peut stimuler le désir d'apprendre. Ces 3 temporalités, c'est quelque chose qui s'est découpé au fur et à mesure de la création, de l'avancée et de l'avancement d'Évidence B, ou c'était, pour vous, sans mauvais jeu de mots, une évidence dès le départ? Alors en fait, c'est 3 temporalités simultanées, si je puis me permettre ce paradoxe, parce qu'en réalité, c'est bien la combinaison de ces 3 innovations qui est la particularité de nos applications. Et effectivement, dès le début, il y avait de manière vraiment fondamentale dans l'ADN la combinaison des sciences cognitives et de la personnalisation, parce que effectivement, nous on travaille avec des chercheurs en sciences cognitives, on parlait de la langue il y a un instant, donc c'est des linguistes. En mathématiques, ça va être des chercheurs spécialisés dans l'apprentissage du nombre ou de la fraction ou de la résolution de problèmes, etc. Et en fait, eux, ils ont au fond une idée de plus en plus précise de la manière dont le cerveau, en effet, apprend ces différents fondamentaux. Alors, ça couvre pas tout. Nous, on n'a pas de module sur les dates d'histoire, par exemple, ou sur beaucoup de choses, en fait, qui sont quand même demandées le jour du bac. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, il y a déjà là quelque chose qui est adéquat avec le cerveau humain. Bon, mais tous les élèves, tous les enfants ne marchent pas au même âge. Donc, effectivement, face à une classe, comme vous le disiez, moi, j'ai été prof très longtemps, et même avec beaucoup de métiers, la meilleure volonté du monde, et même avec seulement 16 élèves par classe, ou je ne sais pas quoi, en fait, on ne peut pas savoir où en est exactement chaque élève. Voilà. Donc, la personnalisation, c'est vraiment une combinaison absolument nécessaire. Et par contre, la personnalisation toute seule sur des ressources traditionnelles, ça ne va pas non plus déployer tout son potentiel. Donc, c'est vraiment la combinaison des deux. Et la troisième, qui est l'expérience utilisateur, l'engagement, bon, ça, c'est vraiment lié à quelque chose qui est lié aux sciences cognitives, mais transverses. C'est-à-dire, c'est vraiment cette curiosité intrinsèque qui fait qu'un élève, au début, un prof va lui dire, voilà, tu dois faire des exos de grammaire. Bon, il n'a jamais très envie. Et puis, au bout d'un moment, au fond, le plaisir, cette curiosité qui consiste à se dire, Eureka, finalement, j'ai compris, ça y est, j'ai débloqué ça. En fait, je ne suis pas si mauvais que ça, etc. C'est ça qui fait qu'on s'intéresse vraiment. Et là, il n'y a pas besoin d'aller mettre des chasses au trésor, etc. C'est le savoir lui-même qui est porteur de son désir, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait écho justement au modèle de Nomade Éducation. Caroline, je rappelle que Nomade Éducation, c'est 1,3 d'ailleurs tout court, millions d'utilisateurs dans 60 pays. C'est l'application de révision par excellence. Vous proposez énormément justement d'outils pour pouvoir réviser tous ces savoirs sur quasiment tous les cycles de l'éducation, aussi pour les bacheliers qui sont en train de plancher aujourd'hui, je le rappelle. Là aussi, il y a de l'utilisation d'intelligence artificielle, mais de façon mesurée, parce que c'est là où vous répondez toutes les deux dans vos modèles, parce que l'idée pour vous, c'est aussi d'être adaptatif, de stimuler cette envie aussi d'apprendre, mais en utilisant aussi d'autres modes pour pouvoir, là toujours, essayer d'aller dans le sens des élèves, comprendre comment est-ce qu'ils vont être plus attirés par une matière ou par une autre. On le disait tout à l'heure, vous rajoutez par exemple de la sophrologie, de la méditation, du sport aussi, on l'a vu avec Maxime Médard il y a quelques jours, pour pouvoir finalement donner
plus d'attrait à ce parcours pédagogique. L'IA, pour vous, elle représente quoi dans le modèle de Nomade Éducation ? Alors, pour commencer, là, il y a à peu près 300 000 terminales qui utilisent l'appli aujourd'hui, donc c'est beaucoup. Nous, on s'est basé sur la réappropriation de l'apprentissage par les jeunes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas particulièrement porté par les profs, par l'éducation nationale, mais on s'est dit que quand on a envie, quand on s'engage soi-même, c'est là qu'on avance le plus vite. Donc c'est ça, avant tout, et là on se rejoint tout à fait, c'est le plaisir d'apprendre. La deuxième chose, c'est que c'est une boîte qui s'est construite sur la pédagogie, des contenus. La technologie est venue beaucoup plus tard. En revanche, on s'est retrouvé avec des questions qui étaient passées parfois par 30 000 jeunes. D'accord ? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé la difficulté des questions par rapport à ces jeunes, d'accord ? Et on leur propose aujourd'hui, en fonction du niveau et des cohortes où ils se situent, de revenir en arrière. Alors, on peut le dire comme ça. Moi, je parle toujours des prérequis. J'enquiquine tout le monde avec le certificat d'études de mes parents. Et même si on dit qu'il ne faut pas toujours regarder le passé, je me dis comment ces gens issus de la campagne avaient des bases aussi solides. Ils se sont arrêtés là pour construire la vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce socle de compétences de base, donc notre IA, c'est ça. On part du CE1. Dans les différentes matières. Et on teste l'élève sur un niveau donné. Donc, on est beaucoup moins puissant qu'Évidence B sur les sciences cognitives. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Donc, je pense que c'est très important qu'il y ait des entreprises comme ça qui le font. C'est très complémentaire. Nous, on va vraiment, en évaluant les jeunes, les ramener sur des notions passées qu'ils n'ont pas maîtrisées. S'ils n'ont pas compris que pour additionner deux fractions, il faut le même dénominateur, par exemple, eh bien, on va revenir, même si ça date du CM1, on va revenir sur toutes ces notions parce que parfois, il y a des petites briques qui manquent et qui vous pénalisent beaucoup, que ce soit en français, en mathématiques ou en histoire. Donc, notre IA, elle est faite sur ce modèle-là, voilà, de tests et surtout d'usage très en nombre massif de l'application. Et après, on rajoute plein de choses. Je regardais ce week-end et je pensais à vous, Shakespeare in Love avec ma fille. Elle a 13 ans et par rapport à son frère, elle lit pas beaucoup. Et elle n'avait pas lu le site qu'elle devait lire. Et elle me dit, mais je suis bête. Donc, ça cite beaucoup Roméo et Juliette. Et elle me dit, mais en fait, c'est génial, ces mots, etc. Donc, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est aller sur les codes des jeunes sans en faire un abus. On parlait du rap tout à l'heure. On fait la philo à travers les séries Netflix. Je suis désolée, aujourd'hui, ils regardent des séries. Il y a des séries fantastiques qui parlent de liberté, qui parlent d'inconscient, etc. Donc, on aime bien les remettre sur des choses qu'ils comprennent pour qu'ils reprennent le goût et après, on se rend compte qu'ils reviennent sur des œuvres plus classiques, etc. Donc, il y a aussi de ça. Et on a aussi du challenge comme les apps de sport. Voilà, se challenger soi-même, se donner un programme hebdomadaire et le tenir. Voilà, on est très dans le goût de l'effort aussi. Hein. On est un peu pénible chez Nomade. Le goût de l'effort. On l'a vu la dernière fois, notamment avec Maxime Ménard, encore une fois, quand il veut nous parler de cette collaboration avec Fitters et surtout cette idée de redonner le goût aussi du sport et comment utiliser cette méthode sportive aussi dans ses révisions et son calendrier et son rétro-planning justement de révision là aussi. C'est intéressant parce que autonomiser aussi ces élèves, ces étudiants sur la façon dont ils ont envie d'apprendre, là aussi, les sciences cognitives nous disent quelque chose de la façon dont ça peut résonner. Est-ce que finalement on est en train d'évoluer vers une éducation plus servicielle? Dis-moi comment tu as envie d'apprendre, je te dirai quel contenu je peux te pousser et de quelle façon je peux le faire. Ou est-ce qu'au contraire, il faut rester fidèle à la façon dont aujourd'hui cette pédagogie est enseignée? En fait, je pense qu'il faut de tout. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de savoirs, encore une fois, fondamentaux, sur lesquels il faut effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez, essayer de comprendre. Et ça, l'automatisation le permet, parce que c'est extrêmement difficile, comme je disais tout à l'heure, de savoir exactement ce que c'est, ce que ne sait pas chaque élève. Donc là, sur ces savoirs fondamentaux très intimes, au fond, il faut pouvoir revenir à une personnalisation. Et puis pour le reste, voilà, c'est la variété qui va compter, c'est l'hybridation, le fait d'inscrire aussi, parce que l'autonomie à tout crin, ça ne va pas fonctionner. Nous, on a développé, pour nous, ce sont des applications, et là, on est effectivement très complémentaires, qui sont pour l'instant, finalement, même si les élèves peuvent travailler en autonomie, c'est l'idée que les professeurs puissent suivre les progrès de leurs élèves. Donc, on a développé, nous, des tableaux de bord, justement, très précis, avec pas trop de données, mais en même temps, des données vraiment de haut niveau pour que les professeurs puissent suivre les... Voilà, donc c'est dans cette hybridation qu'il y a, je crois, la clé. Il n'y a, encore une fois, pas de miracle. Et il faut faire confiance aussi aux professeurs pour pouvoir pousser un certain nombre de ressources, justement, qui ont fait leurs preuves, qui sont evidence-based, peut-être, pour justement,
faire leur choix et s'adapter à chacune de leurs classes aussi. La hybridation encore et toujours, et on va le voir, la solution peut-être pour mieux appréhender ces épreuves du bac pour vous, et bien justement elle se cache dans l'hybridation entre Nomade Éducation et Adaptative Langue, qui est l'application née des recherches d'Evidence B. On va revenir à la façon dont on peut mieux apprendre avec de l'IA et pas que dans un instant. Mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap de Cheryl Jessica Isengé. Retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Caroline Métro pour Nomade Éducation et de Catherine de Vulpilière pour Evidence B. Et vous le voyez à l'image, Gaël Musquet est aussi avec nous parce que je pense qu'il a une idée derrière la tech. Étonnant, me direz-vous, mais oui, Gaël a forcément une idée. Et aujourd'hui, tu nous emmènes toujours dans un voyage dans le monde du libre, cette fois-ci du côté d'Ubuntu. Je rappelle qu'Ubuntu, c'est un très joli mot parce que ça veut dire fraternité en langue bantoue. Tout à fait, c'est une des distributions GNU Linux qui a le plus de succès. On va voir dans la chronique pourquoi. Si vous vous souvenez, j'ai quelques chroniques sur le noyau Linux avec Linus Torvalds en 1991. Tous les systèmes BSD, Berkeley Software Distribution, donc FreeBSD, OpenBSD dans les années 60, 80, 90. Et là, on va parler d'une distribution qui est très récente en fait. Elle elle est née en 2004 d'un richissime Sud-Africain, Mark Shuttleworth, qui est encore après Elon Musk. On a des générations comme ça de Sud-Africains qui ont fortement inspiré la tech. Et effectivement, en langue bantoue, Ubuntu signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». Le décor est planté. Donc c'est pas du tout fraternité, donc je raconte de grosses bêtises. Non, tu as tout à fait raison. C'est un mélange en fait de langues tribales et ethniques africaines, humanité, générosité, gratuité. Voilà. C'est vraiment les socles de base, ça plante le décor en fait de cette distribution qui est un modèle en matière de collaboration pour développer en fait un système d'exploitation. Et
dès 2004, Mark Shuttleworth crée 2 entités, une fondation à but non lucratif, la Ubuntu Foundation, et une entreprise, Canonical, qui va être chargée de commercialiser les produits et services dérivés d'Ubuntu. Alors, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui va distinguer Ubuntu des autres distributions Linux? Tout d'abord, c'est très difficile de parler d'Ubuntu sans parler de Debian. Alors, Debian, c'est la base d'Ubuntu. En fait, cette distribution Linux Debian existait avant. Donc, dès 1993, elle a été fondée par Ian Murdoch. Et Mark Shuttleworth était un contributeur Debian. Donc, il connaissait très bien cette première distribution qui est animée par une association à but non lucratif, une communauté. C'était vraiment un modèle d'organisation. Chaque version de cette distribution Debian porte le nom d'un personnage du film d'animation Toy Story de Pixar. Et Ubuntu s'est un peu inspiré de tout ça, mais en prenant des noms d'animaux et un adjectif qui permet de caractériser la version. Donc, par exemple, la première version d'Ubuntu s'appelait Facochère Verruqueux. Ensuite, on a eu Dapper Drake, qui est un canard pimpant. Son succédé ensuite Hardy Héron pour Héron Robuste, jusqu'à la 9e version, donc, qui est sortie ce 9 avril 2022, qui s'appelle Jammy Jellyfish pour Méduse Chanceuse. Et en fait, Ubuntu, c'est une distribution Linux qui est cadencée tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a une version qui sort. Et tous les 2 ans, une LTS, qu'on appelle une LTS, c'est une Long Term Service qui va être en fait maintenue pendant 5 ans et jusqu'à 10 ans pour les mises à jour de sécurité. Et ça, c'est très intéressant parce que ça permet aux entreprises, à des industriels, à des fabricants de matériel, de s'appuyer sur une distribution qui est très ergonomique, qui dispose des dernières versions de logiciels très récentes, stables, sécurisées. Et on va retrouver évidemment dans ces distributions tout ce qu'il faut pour commencer à travailler sur des logiciels bureautiques, des versions de serveurs stables pour les serveurs web, pour des serveurs de mail, pour des langages de programmation. Tout ça gratuitement. Un des succès premiers d'Ubuntu, ça a été de casser les ventes liées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, début des années 2000, il y a des lois qui sont passées en Europe et en France pour éviter les ventes liées. C'était le fait d'associer à une machine un système d'exploitation, en l'occurrence Microsoft, qui abusait de sa position de monopole pour pouvoir imposer ses logiciels et pouvoir garder captifs les utilisateurs. Ubuntu envoyait gratuitement en fait des DVD, des CD qui permettaient d'installer et de remplacer le système d'exploitation Windows par Linux. Et en fait, la manière dont a été financé Ubuntu, c'est un peu ça. C'est à la fois l'envoi de ces DVD, mais aussi des dons à la fondation et Canonical qui a commencé à facturer grâce à ses prestataires, grâce à ses partenaires, à des entreprises, mais aussi à des administrations, l'installation en fait de ces logiciels. La gendarmerie, par exemple, a été très précurseur sur l'utilisation de cette distribution. Donc, si je comprends bien, Ubuntu était antitrust free depuis le départ et depuis sa création. Ça, c'est une bonne chose. Et comme tu es un petit peu notre Buzz l'éclair du monde du libre, j'ai envie de te dire, est-ce qu'Ubuntu peut aller vers l'infini et au-delà? Complètement. En fait, cette distribution a amené... elle a parlé aux humains. On a planté le décor tout à l'heure sur les notions fondamentales et puis ces proverbes africains qui donnaient un peu le là sur ce que deviendrait, ce que serait cette distribution. Et c'est ce qui est intéressant, c'est la distribution que j'utilise. J'utilise les primo-utilisateurs de Debian, d'OpenBSD aussi, mais de Debian. C'est quelque chose de très, très, très solide, stable. Ubuntu a rajouté l'ergonomie. Et aujourd'hui, c'est plus de 50% des systèmes d'exploitation GNU Linux installés dans le monde. Des millions de machines aujourd'hui utilisent cette distribution sur des serveurs, mais aussi dans le cloud. Il y a toute une série de parfums, comme les glaces. Alors, Xubuntu, qui est sur XFCE, qui est un gestionnaire de fenêtres qui est très léger, LXDE avec l'Ubuntu, KDE pour Kubuntu, Ubuntu Studio qui est dédié au multimédia, à la création multimédia. On a même Ubuntu Touch qui a été créé pour les téléphones et les tablettes. J'espère que bientôt YouKnowWhy pourra utiliser et installer par défaut sur les tablettes ces versions d'Ubuntu, un système d'installation de logiciels qui s'appelle Snap, mais en fait de packager complètement un logiciel, de l'isoler, d'en faire quelque chose de très sécurisé, facile à mettre à jour, facile à distribuer, facile à déployer dans des entreprises. On a des dizaines, des centaines, voire des dizaines de milliers de serveurs. Mais voilà, on va juste avoir presque qu'à copier en fait
le logiciel pour qu'il puisse tourner. En fait, ce rythme de 6 mois de développement, de sortie, permet de rythmer et vraiment de profiter à chaque fois des dernières nouveautés, vraiment un vent de fraîcheur à chaque fois, d'avoir une espèce d'attente comme des gros blockbusters américains de l'arrivée en fait de cette distribution Linux. Bon, en gros, c'est ton Top Gun à toi, quoi. Presque. Merci de rendre le monde du libre aussi facile pour nous, Gaël. Comme toujours, je voyais acquiescer Caroline en disant mais oui, c'est fantastique. On a besoin aujourd'hui d'ailleurs d'open source et de logiciels libres pour pouvoir construire une application comme Nomade Éducation. Alors, il en parle bien déjà. Non, c'est une belle histoire. Je trouve qu'on a voyagé quelque part. Voilà, ces noms sont magnifiques. On est parti un peu en Afrique. Oui, on a besoin, ça nous aide beaucoup. C'est une question de moyens. Je pense qu'on est toutes les deux issues de petites start-up françaises, etc. Que chaque coût est un coût. Vous parliez de la dépendance. On peut dépendre sur des coûts de serveurs qui sont très lourds et qu'on ne voit pas. Hein. Et on a l'impression que ça nous apporte assez peu de choses au final. Donc, c'est très important qu'il y ait des ressources qui se développent, qui nous permettent à nous tous, les TPE et les PME, de nous développer sereinement. Et de pouvoir aussi proposer plus de services pour vos utilisateurs et utilisatrices. Je rappelle que Nomade Éducation fait notamment un carton en Afrique francophone, un monde où on n'a pas entendu justement les sauts technologiques pour pouvoir s'y mettre et être directement disponible sur le mobile et beaucoup l'utiliser. On reparle, messieurs, dames, de vous, lycéens et lycéennes, parce que oui, c'est le 20 juin et vous planchez pour le grand oral. C'est une grande période d'examen qui s'ouvre pour vous. On parle de la façon dont vous pouvez mieux aborder cette période et on va aussi faire un petit peu, de backward, on va marcher un petit peu en arrière, on va revenir sur la période des révisions qui a pu être cruciale pour vous. Comment est-ce que justement on peut mieux s'y préparer, peut-être pour l'année prochaine ou d'autres examens, on en parle tout de suite. Et justement, comment mieux se préparer à ces épreuves? D'abord, mieux les vivre. On l'a compris dans la première partie de cette émission avec vous, Caroline et Catherine. Je voulais revenir sur le modèle d'Adaptive Langue, qui est justement l'application qui est née notamment des recherches d'Evidence B, à la fois sur les sciences cognitives, à la fois sur l'intelligence artificielle. Et aussi, vous vous êtes appuyé sur les travaux de linguistes. Oui. 7, si je ne dis pas de bêtises, d'entre eux ont planché avec vous pour mettre au point cette application. On en parle parce qu'elle est très utilisée justement par les lycéens, les lycéennes, et puis aussi les étudiants, plutôt les collégiens qui se préparent au brevet, qui là aussi ont besoin de revoir leurs connaissances en matière de langue pure et dure. Là, on parle bien de la maîtrise du français, de la syntaxe, de l'orthographe, de la façon dont pouvoir articuler cette langue française. Exactement. Donc effectivement, je rebondis un tout petit peu sur la remarque d'avant, c'est-à-dire effectivement, ce qui est important, c'est que les utilisateurs puissent accéder gratuitement à toutes ces ressources, et c'est vrai que c'est le cas pour nous, puisque on est acheté, nous, là en l'occurrence sur Adaptive Langue, par la région Île-de-France, mais aussi par les pouvoirs publics sur d'autres projets en mathématiques, par les éditeurs scolaires. Voilà, donc c'est gratuit pour finir pour les utilisateurs. Par contre, derrière, il y a en effet, comme vous disiez, des recherches, et en fait, le savoir et la science, ça n'est pas gratuit. Il faut bien que ces gens soient payés. Donc c'est vrai que le danger aussi, un petit peu des choses un petit peu comme ça open, c'est le côté éditorial. Comment est-ce que ces connaissances sont évaluées? Et voilà. Bon, alors pour revenir à notre sujet, nous on a travaillé effectivement avec des laboratoires. Il n'y a pas de recherche qui viennent de nous. Nous on travaille sur du transfert de recherche, qu'il s'agisse des sciences cognitives, des contenus. Tous nos contenus sont faits à partir et avec des chercheurs effectivement du CNRS, de l'Institut Jean-Nicot, de Paris 7, de l'ENS, etc. Par exemple sur la langue, ce sont effectivement des linguistes qui ont découvert au fil du temps et de leur recherche, comme je le disais tout à l'heure, que cette langue, nous avons toutes les capacités à la maîtriser, et eux, ce qu'ils font, c'est finalement d'aller appliquer à travers les activités que nous proposons, un certain nombre justement d'activités. Alors ça peut être très concrètement, c'est très très manipulatoire, on manipule beaucoup la langue, on n'utilise pas, nous on n'a pas de leçons. On n'a pas les mots savants de la grammaire, ce sont les professeurs derrière qui vont pouvoir les utiliser sur des bases resolidifiées, mais c'est des petits jeux finalement de la langue, de manipulation. On va utiliser par exemple aussi des pseudo-langues, le fameux Jabberwocky Lewis Carroll, vous savez, dans Alice au Pays des Merveilles, avec des mots qui ne veulent rien dire, mais qui reposent sur des patrons syntaxiques. Et ça, c'est quand même, ça a l'air amusant comme ça et ludique, mais en réalité, ce sont des typologies d'activités qui sont utilisées, par exemple, pour des gens qui ont perdu après un AVC,
le sens de la syntaxe, qui connaissent tous les mots, mais qui vont les mettre complètement dans le désordre. Là aussi, il y a eu un film avec Lucchini qui illustre ça. Et donc là, c'est une forme de petite rééducation, mais très ludique, justement, mais à travers des activités documentées par la recherche. Et puis l'autre aspect de la recherche, c'est les algorithmes qu'on n'a pas développés nous-mêmes au départ. On travaille avec l'INRIA, le grand centre de recherche sur l'intelligence artificielle, avec Paris 6, etc., pour des typologies d'algorithmes qu'on redéploie chez nous, mais avec eux. Et donc, voilà, c'est encore une fois cette combinaison. Donc, effectivement, on a là quelque chose qui est très fortement documenté par la recherche et, voilà, et qui est des petites activités pour, encore une fois, s'entraîner à la langue, retrouver le sens des connecteurs logiques. Moi, j'ai corrigé des tas de copies où on ne comprenait pas parce qu'effectivement, les mots, la logique étaient mal utilisés. Donc, comment bien utiliser un connecteur logique, pas à la place d'un autre. Et tout ça, encore une fois, est assez inné, mais il faut juste le réimplémenter. Comment faire des phrases complètes, comment orthographier correctement, voilà. Je pourrais m'en servir aussi de temps en temps pour poser des questions plus complètes, mais c'est intéressant parce que, évidemment, c'est un outil qui va être efficace pour l'écrit, pour l'oral, qui peut s'adapter finalement aussi à tout élève et à tous les cycles, justement, d'enseignement. Mais ce que j'ai lu aussi dans les témoignages des profs qui utilisent notamment Adaptive Langue en cours, c'est le fait de dire que finalement, la botte secrète d'Adaptive Langue, c'est de redonner confiance. Oui, tout à fait. Et que les élèves prennent à nouveau confiance sur leur maîtrise de la langue et donc sur leur aptitude à s'exprimer à l'oral, à l'écrit. C'est surtout ça avant tout. C'est un peu la même chose pour Nomade Éducation aussi, se dire que quand on se fait confiance, on est capable de mieux apprendre, quelle que soit la matière. Oui, tout à fait. Alors, sur la langue, c'est très documenté, cette question-là, d'autant que, effectivement, comme je disais tout à l'heure, tout le monde a une langue, en fait, maîtrise une langue qui n'est pas forcément la langue normée. Donc, bien sûr, dans le cadre du baccalauréat, il faut quand même s'exprimer correctement, à l'oral tout autant qu'à l'écrit. Donc il y a des attentes. Et c'est faire comprendre aux élèves que l'écrit n'est pas une langue complètement étrangère à eux. En fait, elle a un rapport avec la langue qu'ils pratiquent tous les jours. Ils pratiquent une langue grammaticale, même quand ils utilisent des tournures de phrases dites orales, populaires. Voilà. En réalité, il y a bien une grammaticalité. Et comment cette grammaticalité, il suffit enfin, comment comprendre, comment l'articuler à une norme. Bon. Et donc là, il y a bien une question de confiance. Ça n'est pas. Il y a des élèves qui disent le français c'est pas pour moi. Bah, si, bien sûr que si, le français c'est pour eux, parce que effectivement c'est quelque chose qui est donné avant même la naissance en fait dans les structures du cerveau. Donc il y a aucune raison. Donc c'est vrai que c'est se ressaisir. Alors ça marche aussi en mathématiques. Il y a pas mal d'ouvrages aujourd'hui qui paraissent sur les mathématiques et que ça n'est pas. Là aussi les mathématiques c'est pas pour moi. Il y a un grand mathématicien qui vient de publier un livre en disant bah si, bien sûr que si, les mathématiques c'est pour tout le monde. Donc, il n'y a pas d'autodéterminisme au fait que la matière soit pour soi. Alors tout le monde ne peut pas avoir la médaille Fields, tout le monde ne va pas être prix Nobel de littérature. On ne peut pas tous accéder à Rivellini, on est d'accord. Mais néanmoins, ce sont des capacités innées. Et nous, c'est ça notre travail, c'est de remontrer qu'il y a, et de reconstruire, si vous voulez, l'escalier qui mène de ces capacités innées à des savoirs, en effet, bien avancés, parce qu'ensuite, tout n'est pas simple, mais il y a une espèce il y a des marches. De montée, de marche, justement, progressive. Gravir de façon progressive. Et chacun a son rythme, d'où la personnalisation. Et le côté adaptatif, justement, de l'application. Ça, c'est aussi, ça répond à certaines des missions que s'est fixées Nomade Éducation. Caroline, notamment dans cette idée, encore une fois, d'autonomiser l'élève dans sa prise en charge, sa propre prise en charge de son parcours pédagogique, avoir envie d'apprendre comme il le souhaite, avec les contenus qui lui permettent le plus d'apprendre. Mais il y a aussi cette idée de se dire que la confiance, ça permet d'apporter de la sérénité. Et ça nous renvoie sur la gestion du stress qui est fondamentale dans Nomade Éducation, sur la façon de mener ses révisions. Oui, alors la confiance en soi, je suis d'accord, c'est capital. On peut même le voir, sans parler du français, à la manière dont on gère l'anglais. Moi, je ne suis pas très bonne en anglais et on est toujours jugé. Il y a des pays où tout le monde s'en fout, on nous écoute. Voilà, donc on a tous des capacités. L'essentiel, c'est quand même aussi d'arriver à s'exprimer. On n'a pas les mêmes familles, les mêmes horizons. Moi, quand je suis arrivée en prépa, je venais de Corrèze, j'avais plein de fautes de langage. On a commencé à me moquer sur... Je me rappelle de phrases que je disais qui n'étaient pas... Après tout, je m'en suis sortie, j'ai appris, on voit plein de gens qui... Donc, il faut se faire confiance. On travaille beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'on utilise deux choses. On utilise beaucoup les sportifs de haut niveau qui n'ont pas toujours fait d'études et qui expliquent comment ils gèrent la gestion du stress avant de rentrer sur le terrain. Donc là, on avait le vice-champion d'escrime, on avait le champion du monde de rugby, etc. Et quand ces jeunes expriment comment ils ont eu peur, un d'entre eux nous disait qu'ils vomissaient avant chaque match, etc. Wow. Tous ces parallèles, cette humilité de gens qui ont
pensent être des stars. Voilà, on est tous pareils. On a des moments où on a la trouille. Ceux qui ne le disent pas, je pense qu'ils mentent. Ou alors, ils ont un ego. On a tous des moments. Donc, cette confiance en soi, elle est capitale. Et la deuxième chose sur l'oral, c'est qu'on demande aux jeunes de s'enregistrer avec leur smartphone sur des sujets qu'ils aiment. Voilà. Moi, si vous me faites parler de rugby, je suis bien meilleure que si je parle de tech. Un gamin, il va parler de jeux vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez-les, ces jeunes, parfois on les met sur des sujets qui sont compliqués, et quand ils s'écoutent sur des sujets entre eux, entre pairs, sur lesquels ils sont passionnés, peu importe, la nature, etc., ils prennent confiance en eux. Donc on leur dit aussi de faire 3 minutes sur quelque chose dont ils ont envie de parler, et petit à petit d'aller sur des sujets plus compliqués. Mais en tout cas, la prise de confiance en soi, elle peut aussi passer par ça, par le plaisir, toujours par elle. C'est plus facile de parler de quelque chose qu'on maîtrise et qu'on aime. Et puis j'imagine qu'au niveau du cerveau et en matière de neurosciences, ça permet aussi d'aller stimuler des endorphines qui font que forcément, tout ça va faire effet boule de neige et va nous permettre d'avoir encore plus confiance parce qu'on prend encore plus de plaisir à pouvoir s'exprimer et à voir que ça fonctionne, ça réussit. Oui, tout à fait. C'est le fameux sentiment, c'est cette fameuse curiosité intrinsèque que j'évoquais tout à l'heure, de cet engagement, le RECA, le je sais le faire, j'y arrive, etc., qui est évidemment un cercle vertueux, en effet. Ça, c'est certain que c'est tout à fait profitable. Positif, bien sûr. Autre outil très pragmatique là, du côté de Nomade Éducation, c'est cet outil d'auto-évaluation. Parce que ça aussi, c'est important pour bien aborder ces épreuves du bac, du brevet, quelle que soit l'épreuve et l'examen auquel on est confronté. Se dire qu'on va pouvoir, toujours en autonomie, marquer sa progression et ses progrès dans chaque matière. L'outil d'auto-évaluation, c'est pour se dire quoi ? Ok, j'ai besoin de mettre à un moment donné une donnée chiffrée sur mes progrès. C'est si important que ça encore aujourd'hui ou justement pas ? Déjà, je pense que c'est pour structurer son travail, surtout quand il reste peu de temps, c'est savoir ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois les jeunes, à un moment donné, ils ne savent plus du tout ce qu'ils maîtrisent ou pas. Donc déjà, c'est bien de se dire, ça, je le maîtrise, donc je vais le mettre de côté, je ne vais pas le refaire la veille. Et là, en revanche, j'arrive à des résultats très simples de 3 ou 4 sur 20, je vais mettre mon énergie là-dessus. Ça, c'est la première chose. Donc c'est vraiment faire un état des lieux. À 3 semaines du brevet, par exemple, là, il y a toutes les matières au brevet. C'est pas comme au bac. On va pas pouvoir mettre toute l'énergie. Voilà, vaut mieux cadrer ses révisions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est vrai que moi, je crois beaucoup à la prise de confiance en soi. Voilà. Donc, c'est très important de se dire, hier, j'en étais là, et puis j'ai progressé. Je vais refaire les questions différemment que j'ai pas maîtrisées. Je vais aller revoir mes leçons. Parce que je le redis quand même, on parlait tout à l'heure des fondamentaux. Moi, je crois qu'il y a quand même des choses qu'on ne changera pas. Voilà, donc je suis pour une école plus moderne, etc. On peut refaire plein de choses. Mais enfin, je crois que ça demandera toujours du travail, de l'effort, de l'engagement. On n'ose pas toujours le dire, mais voilà, moi je le dis à mes enfants, et en plus il y a un système qui est ce qu'il est. Donc il faut le faire bouger, mais tant qu'il est ainsi, autant essayer de le prendre avec le plus de bonheur possible, voilà, pour s'y ressentir bien, parce que sinon c'est compliqué pendant 10 ans. Donc là, le fait de progresser, alors nous on juge beaucoup l'implication. Donc on a des challenges juste sur cette semaine, voilà, par rapport aux classes de 3e, je suis 3e, je suis 4e. Et c'est impressionnant comment ça fonctionne. Ils nous écrivent beaucoup là-dessus, on a beaucoup d'avis en disant, je suis fière de m'être engagée, voilà. Donc c'est pas tant sur le résultat, parce qu'ils partent pas du même niveau, ils n'auront pas le même, mais être fier de l'effort qu'on fournit. Et ça, l'effort, globalement, beaucoup de gens peuvent le faire. Voilà. Donc, et quand on fait des efforts, on a des résultats. Donc, on lit beaucoup sur l'implication. Et c'est intéressant parce qu'en clôture de cette émission, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en effet, cette marge de progression, cet escalier qu'on monte avec Évidence B, avec Adaptative Langue et Adaptative Math aussi, puisque la version existe pour les maths, avec Nomade Éducation, avec tous les outils que vous proposez, c'est le fait de se dire qu'on va réautonomiser son apprentissage, on va pouvoir mesurer les efforts qui sont faits pendant les révisions, parce que c'est cette semaine que justement tout le bénéfice de ces révisions s'exprime au moment des examens oraux, écrits. Et c'est finalement l'aboutissement d'un parcours, mais d'un parcours qui aura été mesuré et mesurable grâce à vos aides tech et EdTech. Oui, c'est un bel aboutissement, voilà, des deux côtés. Un, pour nos entreprises, je pense que c'est une période clé qui est très excitante, en fait, où on arrive à des résultats et où on voit les jeunes progresser. Moi, ce que je leur dis aussi, là, parfois, c'est de penser déjà à l'après, mais au sens positif, pour ne pas se stresser. On a besoin d'objectifs. C'est quand même une période qui arrive, voilà, encore 10 jours, un peu. Donc, se dire, je vais le gérer le mieux possible et après, je serai récompensée, je vais passer un bel été, je vais m'engager dans le supérieur. Voilà. Aussi d'imaginer, comme quand moi, j'ai la trouille pour passer une interview, etc. Je me dis, après,
l'après, tu as un déchet impact, etc. C'est vrai, on est tous pareils, on le dit. On a besoin d'objectifs, donc qui pensent à l'après, que ce soit la soirée du bac, etc. Ils se concentrent sur leur révision, mais qui se donnent des objectifs de plaisir aussi, parce qu'ils sont jeunes et que cette jeunesse, faut la vivre. Vous avez fait une auto-évaluation pour venir en plateau? Non, quand même. J'ai révisé. Hein. C'est bon. Ah, mais je révise toujours. C'est une nature, j'aime l'école. Catherine, on termine avec vous. Oui, en fait, c'est vrai que cette notion de progrès, de sentiment de progresser, non pas par rapport à un absolu, parce on peut voir toujours le verre à moitié vide, mais en réalité, cette évaluation qu'on a vis-à-vis de son propre progrès, de cette projection qu'on a de soi-même, c'est le meilleur moteur, en fait, pour avancer. Hein. Et je crois que nous, on insiste aussi beaucoup sur le fait qu'on ne va pas le faire seul. Et donc, effectivement, derrière l'IA, il y a souvent l'idée d'un individualisme, chacun. Non, c'est vraiment dans le cadre aussi de la classe, avec les autres camarades, bien sûr, mais les professeurs. Et nous, c'est vrai qu'on travaille aussi avec les professeurs. C'est des assistants aussi pour les professeurs, pour que les professeurs puissent revenir à leur cœur de métier. Moi, j'ai été prof pendant des années. Et effectivement, nous, on aide aussi les profs parce que finalement, ça évalue beaucoup de choses. Moi, souvent, quand je revenais de mes paquets de copies, j'étais tellement épuisée de mes 50 copies de prépa, par exemple, que voilà. En fait, là, on peut ramener les professeurs à leur cœur de métier, qui est d'aller réexpliquer des choses à leurs élèves en connaissance de cause. Parce que nous, par exemple, ce qu'on leur apporte aussi, c'est des retours d'informations très inédits, hein, finalement, qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Et donc, donc les élèves ne sont pas seuls. Ils ont aussi des professeurs. Absolument. Vous n'êtes pas seul. Vous avez des profs, vous avez des applications. Et c'est maintenant à vous de briller sur cette semaine. Et c'est quelques jours même. D'épreuves, grand oral et écrit pour certains de vos camarades. Merci infiniment Caroline Métro. Merci infiniment Catherine de Vulpilière d'avoir fait un tour par l'École du Futur. Merci comme toujours à Gaël Musquet. Tu évidemment seras avec nous dans une toute prochaine émission, tout prochain épisode de l'École du Futur. Et nous, on se retrouve, vous l'avez compris, en plateau très bientôt.